Charles E. Kelly est né le 23 septembre 1920 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans un quartier où la survie était une compétence de tous les jours et où les rues étaient un terrain d'apprentissage constant. Dans cet environnement, les garçons apprenaient à se battre avant d'apprendre à lire, et Kelly n'était pas différent. Il a grandi dans la dure réalité des quartiers populaires, où les règles étaient faites pour être brisées et où chaque homme devait savoir se défendre pour être respecté. La famille Kelly était modeste, mais Charles, avec son caractère de dur, semblait prédestiné à une vie de lutte. Son père lui avait donné une règle qui allait marquer sa vie. Si tu ne peux pas gagner un combat équitable, gagne par tous les moyens nécessaires. Ce principe, qui privilégiait l'adaptation et la ruse face à l'adversité, allait se révéler fondamental dans son parcours militaire, et en particulier lors des moments où la survie semblait une question de vie ou de mort. À l'école, Kelly était un rebelle. Le système militaire, avec ses règles strictes, ne correspondait pas à son mode de vie. Il abandonna rapidement ses études, ne voyant pas l'utilité de passer des années dans un établissement qui ne lui apportait rien de concret. Dans les années 1930, il vivait de petits boulots et se mêlait à des gangs de rue, apprenant à se battre pour survivre. Son talent pour la rapidité et son habileté à utiliser tous les moyens possibles pour sortir victorieux des situations de conflit le marquèrent. Il n'était pas grand, mais sa rapidité et son agilité étaient incomparables. Il vivait selon la règle de son père et était prêt à tout pour survivre. En mai 1942, à l'âge de 21 ans, alors que les États-Unis entraient en guerre, Kelly décida de s'engager dans l'armée. Le pays était en pleine guerre mondiale, et lui, qui avait grandi dans l'ombre des rues, savait que l'armée offrirait une échappatoire et une chance de prouver sa valeur sur une scène plus vaste. Il fut envoyé à Fort Benning, en Géorgie, pour son entraînement de base, mais très vite, il se rendit compte que la vie militaire n'était pas faite pour lui. Le rythme, la discipline et les longues heures consacrées à des tâches qu'il jugeait futiles, comme nettoyer du matériel déjà fonctionnel ou faire briller des bottes qui seraient recouvertes de boue dès le lendemain, l'exaspéraient. Le nom de Kelly se répandit rapidement comme celui d'un soldat récalcitrant, difficile à gérer, mais il avait un atout que personne ne pouvait ignorer. Son incroyable habileté à tirer. Sur le champ de tir, il était imbattable. Ses tirs étaient nets et précis, ses groupements serrés et sa rapidité à recharger sa carabine étaient inégalées. Ses instructeurs virent en lui un talent brut, un soldat capable de faire la différence, et bien que son attitude rebelle le mettait souvent en conflit avec ses supérieurs, il resta dans les rangs. Il fut affecté à la compagnie L, du 143e régiment d'infanterie, 36e division d'infanterie, la fameuse division texane. Kelly, un garçon de Pittsburgh, suivait cette unité depuis 1942. Il était considéré comme le gangster de Pittsburgh par ses camarades, mais ses talents de tireur n'étaient pas remis en question. Dès que les fusils commençaient à cracher, Kelly ne manquait jamais sa cible. L'année 1943 vit la compagnie L embarquer pour l'Italie. Leur destination était un secret jusqu'au dernier moment, mais les soldats comprirent vite qu'ils allaient participer à une offensive décisive. Le 9 septembre 1943, la 36e division débarqua sur les plages de Salerne, l'une des premières invasions alliées sur le sol européen. Les Allemands étaient déjà prêts, et la traversée des plages fut sanglante. Le 13 septembre, après de lourdes pertes, les Alliés réussirent à établir une ligne de défense aux portes d'Altavilla, une petite ville perchée à environ 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans une région montagneuse difficile d'accès. À l'est, la colline 424 représentait un point stratégique qu'il fallait absolument conserver, tandis que les Allemands, sous le commandement de la 16e division blindée, lançaient une contre-attaque acharnée pour repousser les Américains vers la mer. Le matin du 13 septembre 1943, la compagnie L occupait des positions défensives aux abords d'Altavilla. Kelly, fidèle à son rôle, se tenait à sa position avec sa mitrailleuse Browning automatique, BR, accompagnée de 200 cartouches. Ce bar, pesant près de 9 kg lorsqu'il était chargé, était un engin redoutable, capable de tirer à une cadence de 500 balles par minute si les chargeurs étaient changés rapidement. Mais la lourdeur de l'arme était aussi son principal défaut, et le soldat Kelly savait que chaque tir devait être calculé avec soin pour maximiser l'efficacité. Ce matin-là, l'attaque allemande débuta à l'aube. Un groupe de soldats allemands, embusqués dans des positions fortifiées sur les hauteurs, tenta de percer les lignes américaines. Dès le premier contact, la fusillade éclata.
Les Allemands, en grand nombre et bien équipés, avancèrent en utilisant des techniques de feu et de manœuvre qui les rendaient extrêmement difficiles à arrêter. Kelly, qui était positionné dans une tranchée peu profonde, se faufila parmi les rochers et les cratères d'obus, cherchant une occasion de riposter. Le bruit des rafales de mitrailleuses MG42, l'une des armes les plus redoutables des Allemands, éclata à ses oreilles. Il n'hésita pas. Il avança à couvert, se déplaçant avec une rapidité étonnante pour un homme de sa taille, se rapprochant à une 50aine de mètres de la position ennemie. Il savait que les tirs de suppression n'étaient pas suffisants. Seules des frappes précises pouvaient en briser cet équilibre. Il s'accroupit derrière un muret de pierre et, en prenant un instant pour ajuster sa visée, il ouvrit le feu. Chaque balle qu'il tira trouva sa cible. En quelques secondes, l'équipe allemande de mitrailleuses fut anéantie. Le silence s'installa un instant, brisé seulement par les hurlements des blessés et les ordres des officiers allemands qui tentaient de réorganiser leurs troupes. Kelly n'eut pas le temps de se reposer. Une autre position ennemie se manifesta, une autre mitrailleuse allemande embusquée à une centaine de mètres, cette fois à un autre point stratégique. Le soldat de Pittsburgh, toujours implacable, ne se posa aucune question. Il avança à nouveau, prenant des risques énormes. Cette fois, les Allemands étaient prêts. Plusieurs soldats armés de fusils d'assaut se tenaient prêts à protéger la mitrailleuse. Kelly se hissa derrière un tas de débris et attendit que la situation se calme un peu. Ses compagnons l'encouragèrent de loin, mais le feu nourri qui s'abattait sur lui rendait chaque mouvement incertain. Pourtant, il resta là, attendant patiemment, jusqu'à ce que l'attention des tireurs allemands se détourne de lui. Soudain, un soldat allemand se décala pour ajuster sa position, et Kelly n'hésita pas une seconde. Il bondit de sa couverture et tira. Le soldat s'effondra, et d'un coup d'œil, Kelly vit la mitrailleuse se taire. Une fois de plus, l'ennemi perdait de son efficacité, et les soldats américains purent reprendre l'initiative. Cependant, Kelly savait que ce n'était qu'un répit. L'ennemi reviendrait avec plus de force. Les heures passaient, et les combats devenaient de plus en plus intenses. Les lignes se chevauchaient, les positions de part et d'autre se déplaçaient dans une lutte sans fin pour conserver le contrôle du terrain. Pendant ce temps, la compagnie L, à court de munitions, se retrouvait dans une situation de plus en plus désastreuse. Les bombardements allemands, la chaleur étouffante et la pression constante semblaient réduire peu à peu les forces américaines. À 14h30, Kelly fut envoyé en mission de reconnaissance. Sa mission était d'évaluer la force ennemie sur la colline 315, une position cruciale pour l'avancée des Alliés. La reconnaissance était vitale. Les informations recueillies détermineraient si les Américains pouvaient attaquer ou s'il fallait se replier. Loin des lignes américaines, Kelly et ses 3 compagnons se déplacèrent en silence, serpentant à travers des terrains accidentés, évitant les patrouilles allemandes et se cachant dès que cela devenait nécessaire. Après 40 minutes d'observation, Kelly repéra les positions ennemies. La colline était lourdement fortifiée, avec des tranchées bien camouflées, des nids de mitrailleuses et des soldats allemands prêts à tout pour empêcher toute avancée américaine. Kelly et ses hommes prirent des notes, marquèrent les positions ennemies sur leurs cartes et se replièrent rapidement. Lorsqu'ils rapportèrent en leur conclusion à la compagnie L, il était clair qu'une offensive n'était pas possible pour le moment. Le terrain était trop bien défendu et l'adversaire bien trop préparé. Alors que l'après-midi avançait et que les tirs allemands se faisaient de plus en plus proches, Kelly se retrouva dans une situation critique. La compagnie L, en grande difficulté, manquait cruellement de munitions. Les rations avaient été rationnées après plusieurs jours de combats intenses, et l'approvisionnement en munitions devenait de plus en plus intermittent. La plage, toujours sous le feu de l'artillerie allemande, rendait les convois de ravitaillement vulnérables aux embuscades. L'attaque allemande était implacable et le sentiment de claustrophobie s'intensifiait dans les positions américaines. Vers 16h, le sergent-chef ordonna à Kelly de se rendre dans un entrepôt situé aux abords d'Altavilla. Cet entrepôt, anciennement utilisé par les civils italiens pour stocker de l'huile d'olive, avait été transformé en centre de stockage pour les munitions, les rations et les fournitures médicales américaines. En théorie, il devait être un point sûr. En pratique, c'était devenu une cible de choix pour les Allemands, qui cherchant à couper les Américains de leur ravitaillement. Kelly était le seul homme de la compagnie L équipé d'un béar, et il savait qu'il allait devoir jouer un rôle essentiel dans la défense de cet entrepôt. À son arrivée, il constata que les forces
américaine présente était principalement composée de soldats de soutien, loin d'être des combattants d'élite. La plupart étaient armés de fusils M, un Garand et quelques submachine guns Thompson. Aucun d'entre eux ne possédait d'armes lourdes. Kelly s'installa rapidement derrière un tas de caisses en bois à l'arrière de l'entrepôt, où il pouvait surveiller le point d'entrée par lequel il savait que les Allemands approcheraient. Les premières salves de balles allemandes commencèrent à pleuvoir sur le bâtiment. Kelly s'installa derrière son muret improvisé et se prépara. L'air était lourd, empli de la senteur de l'huile d'olive mélangée à celle de la poudre. Le bruit assourdissant des tirs de mitrailleuses MG-42 résonnait tout autour de lui, chaque rafale marquant une détonation dans le cœur du combat. Kelly n'eut pas d'autre choix que de riposter. Il prit son bar, le rechargea en un éclair et commença à tirer avec une précision mortelle. Le bruit de l'arme déchira l'air alors qu'il traquait les soldats allemands qui tentèrent de s'approcher. Un par un, ils s'effondraient sous les rafales bien placées de Kelly. Les balles du bar sifflaient et les soldats allemands se dispersaient sous le feu nourri. La première vague fut repoussée, mais les Allemands étaient bien trop nombreux et bien trop organisés pour se laisser abattre si facilement. Les heures passèrent et l'entrepôt se transforma en une véritable zone de guerre. Kelly, pris dans un tourbillon de violence, continua à alimenter son arme, changeant de chargeur aussi vite que possible, en ne perdant jamais son calme. Chaque mouvement était précis, mesuré. Il savait que ses munitions s'amenuisaient, mais il avait appris à les économiser avec une telle maîtrise que chaque balle tirée était un tir calculé, une balle de trop ne serait pas tirée. La bataille s'intensifia et les attaques allemandes, de plus en plus fréquentes, ne semblaient pas vouloir faiblir. La nuit tomba, mais l'attaque allemande ne cessait pas. Kelly, les yeux plissés contre la poussière et la fumée, continua à se battre, seul contre des centaines. Il se déplaçait d'un point à l'autre de l'entrepôt, utilisant les ombres pour se dissimuler, se repliant sans relâche pour conserver son avantage. Il savait que si les Allemands parvenaient à pénétrer dans le bâtiment, la situation serait désastreuse. Sans renfort, l'entrepôt deviendrait un piège mortel. À minuit causé, Kelly se retrouva à court de munitions. Le bar était désormais hors service et il ne lui restait que son M, un Garand, une poignée de grenades et un pistolet M1911. Mais Kelly était loin d'être abattu. Il fouilla dans les caisses et, par un coup de chance, trouva des obus de mortier de 60 mm, des M49A2 parmi les stocks d'armement. Ces obus, ces obus destinés à être lancés à partir d'un tube de mortier étaient parfaitement inutilisables dans cette situation. Mais Kelly n'était pas un homme qui se laissait décourager par les règles ou la logique militaire. Il prit un obus dans sa main, sentit la fraîcheur du métal, et, se souvenant des leçons de son père, se dit que s'il ne pouvait pas utiliser l'arme prévue, il ferait ce qu'il fallait avec ce qu'il avait. Il arracha la goupille de sécurité de l'obus, le vida de son contenu et se positionna près de la fenêtre. Il savait que cette action était risquée, que l'utilisation de ses obus à main était imprévisible, mais c'était son seul moyen d'attaque. Les Allemands s'approchaient, leurs cris se faisaient plus distincts. Kelly lança un obus à travers la fenêtre, sa trajectoire haute traversant l'air. Un bruit fracassant retentit, et l'explosion secoua les fondations de l'entrepôt. Les soldats allemands les plus proches furent projetés dans les airs, engloutis dans une fumée et des débris. Ce n'était pas une grenade, c'était une explosion de mortier, bien plus puissante. Il n'eut pas de temps pour observer les conséquences. Kelly saisit un autre obus, le lança, puis un autre et encore un autre. Chaque obus explosait dans une détonation assourdissante, balayant les lignes ennemies. La panique s'empara des soldats allemands qui, à mesure que le chaos s'intensifiait, commencèrent à se retirer. Ils n'avaient jamais vu une telle tactique et, pendant un moment, ils ne savaient pas comment réagir face à cet homme qui utilisait des armes qu'ils n'auraient jamais imaginé être lancées ainsi. Le soleil était en train de se coucher, mais l'intensité des combats ne faiblissait pas. L'air était lourd, saturé de fumée, de poussière et de l'odeur métallique de la poudre à canon. Kelly, luttant contre la fatigue et la douleur, s'accroupit derrière un tas de caisses en bois qui avaient été renversées lors des premières vagues d'attaque. Son M1 Garand n'était plus qu'un poids lourd entre ses mains et les obus de mortier étaient presque épuisés. Chaque explosion semblait être un cri de plus dans une guerre sans fin, chaque rafale de feu un dernier souffle d'espoir. Il savait que les Allemands, dans leur fureur et leur discipline, ne s'arrêteraient pas avant d'avoir pris l'entrepôt, quel qu'en soit le coup.
mais Kelly était là pour tout faire, sauf céder. Il savait que les munitions étaient presque épuisées, que ses réserves étaient à leur limite. Il n'y avait plus de temps pour être prudent. L'armée allemande avançait, chaque homme sous son commandement ressentant la pression de l'encerclement. Kelly, se rendant compte de la gravité de la situation, se tourna vers l'arme qu'il n'avait pas encore utilisée, le bazooka. Le M1A1 était un lance-roquettes portatif redoutable contre les tanks, mais c'était aussi une arme efficace contre les groupes de soldats si elle était utilisée avec précision. Kelly n'avait pas le temps de réfléchir longuement. Il prit les 3 roquettes restantes et se dirigea vers la fenêtre du rez-de-chaussée. En observant les positions des Allemands à travers les fenêtres brisées, il comprit qu'il devait frapper vite et fort. À 21h15, Kelly prit une roquette, la chargea dans le tube, visa soigneusement et tira. Le projectile fila à toute vitesse à travers l'obscurité et explosa avec une violence qui déchira le silence de la nuit. Le groupe de soldats allemands situé à 80 mètres de là se dispersa sous l'effet de la déflagration. Le bruit de l'explosion résonna dans toute la ville, un cri de ferraille et de feu. Kelly n'hésita pas. Il rechargea le bazooka et tira encore 2 fois, chaque roquette frappant les positions allemandes avec une précision chirurgicale. Un silence lourd suivit l'explosion, mais Kelly savait qu'il n'avait que quelques secondes avant que les Allemands ne reprennent l'initiative. Il s'efforça de rester calme malgré l'intensité de l'attaque. Ses pensées étaient claires. Il savait que s'il restait dans la même position trop longtemps, les Allemands finiraient par l'atteindre. Les fenêtres du bâtiment étaient une porte ouverte sur la destruction. Il devait bouger. Sans perdre une seconde, il se glissa à travers les débris, le bazooka toujours en main. Chaque pas qu'il faisait, chaque mouvement était calculé. Tout ce qu'il avait appris des rues de Pittsburgh, tout ce qu'il savait sur la survie dans la rue, il l'appliquait ici, dans la guerre. Alors qu'il se dirigeait vers une autre fenêtre, un tir de mitrailleuse allemand éclata. Le son perça l'air, vif et déchirant. Kelly s'écrasa au sol pour éviter d'être frappé. Sa peau était brûlante de la chaleur des explosions, son esprit acéré par le danger constant. L'adrénaline coulait à flots, ses sens étaient plus aiguisés que jamais. Les balles passaient au-dessus de lui, sifflant comme des serpents invisibles. Il resta là 1 seconde, 2 secondes, attendait le silence avant de se redresser. Le son des pas allemands se rapprochait, et le bruit du métal contre le sol faisait écho dans la ruine. Les soldats ennemis étaient à quelques mètres de lui. Ils pensèrent peut-être qu'ils avaient l'avantage, mais Kelly savait que ce n'était pas fini. La nuit n'était pas encore tombée sur l'entrepôt. Pas encore. Il se leva soudainement, se dirigea vers une nouvelle fenêtre, et, sans hésiter, il tira encore. La roquette se lança, parcourant l'air avec la vitesse d'un éclair, frappant les soldats allemands qui tentèrent d'atteindre la porte arrière de l'entrepôt. Un cri perça l'air, puis un autre. Le sol trembla sous la puissance des explosions. Les Allemands étaient maintenant à distance, désorientés et incapables de riposter efficacement. Kelly n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Alors que le reste des soldats se regroupaient, il fit un dernier geste désespéré. Il reposa le bazooka et s'empara de son dernier obus de mortier. Il savait qu'il n'y avait plus de munitions à récupérer, mais cette action, cet ultime geste, serait son dernier. Il leva la main, attrapa l'obus et, d'un seul mouvement, le lança en direction de l'ennemi comme il l'avait fait précédemment. Une nouvelle explosion secoua l'entrepôt. La fumée monta en spirale, couvrant les mouvements des derniers soldats allemands qui avaient survécu. Puis un silence de mort s'abattit sur l'endroit. Lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, le bruit de la bataille se calma. Kelly, épuisé, se coucha dans l'obscurité, ne prêtant pas attention à la douleur qui irradiait de ses bras et de ses jambes. L'odeur de la poudre et des corps brûlés imprégnait l'air, mais il savait que sa mission n'était pas encore terminée. L'attente de la mort était peut-être une question de minutes ou de secondes, mais le destin de l'entrepôt d'Altavilla reposait désormais entre ses mains. Une dernière fois, il leva les yeux vers la fenêtre, attendant. C'est alors qu'il entendit les voix familières des renforts américains, d'abord distantes, puis de plus en plus proches. Ils avaient percé le rideau de feu, avaient survécu aux tirs incessants. Ils étaient enfin arrivés. Un lieutenant de la compagnie L s'approcha de l'entrepôt, observant les destructions à l'extérieur. En voyant les corps allemands joncher le sol et les débris s'éparpiller autour, il se tourna vers Kelly. Ce dernier, calme comme toujours, ne laissa transparaître aucune émotion. Il venait de survivre à 18 heures de combats incessants, à des explosions et à des attaques dévastatrices. « Rapport, soldat », dit le lieutenant, son ton rempli d'une légère admiration.
Kelly haussait les épaules, presque indifférent. « Je les ai repoussés. Le reste, vous le voyez. » La bataille s'était intensifiée toute la nuit. L'odeur de la poudre était encore lourde dans l'air, l'horizon rosé par les premières lueurs de l'aube. Kelly, les yeux cernés et les mains tremblantes d'épuisement, observait les ruines autour de lui. Le sol était jonché de débris, de corps allemands et américains, tout cela se mêlant dans un chaos indescriptible. Le bruit des balles et des explosions avait cessé, mais il restait une lourde tension dans l'air, un silence oppressant. Kelly avait repoussé les Allemands pendant plus de 18 heures, utilisant tout ce qu'il avait à sa disposition. Son bar, des grenades, des obus de mortier et même un lance-roquettes, une arme qu'il n'aurait jamais imaginé utiliser ainsi. En entendant les voix de ses renforts se rapprocher, Kelly se laissa enfin tomber sur un tas de caisses de munitions. Il n'avait plus de force. Il avait fait ce qu'il fallait pour tenir l'entrepôt, mais à quel prix ? Il regarda les soldats allemands tomber autour de lui. Il n'avait pas de compte à rendre à eux, mais dans son esprit, il ne pouvait s'empêcher de penser aux camarades qu'il avait perdus dans ce même enfer de guerre. Les autres survivants de la compagnie L, déshydratés et fatigués, se dirigèrent vers l'entrepôt avec l'air grave. Ils prenèrent le temps d'observer les corps allemands éparpillés, les positions qui avaient été abandonnées par l'ennemi. La vérité était là. L'attaque allemande avait échoué, et ce n'était pas seulement grâce à la résistance de la compagnie L, mais surtout grâce à la détermination d'un seul homme, Charles A. Kelly. Le lieutenant qui arriva en premier s'arrêta quelques mètres de Kelly. Les autres soldats continuaient de faire leur travail, collectant les munitions, sécurisant la zone. Mais le lieutenant n'avait d'yeux que pour Kelly. Il s'avança lentement, son regard scrutant les corps, les débris, et enfin se posa sur Kelly, là, assis parmi les ruines. « Soldat Kelly, je ne sais même pas par où commencer, » dit le lieutenant, ses mots empreints de respect et d'admiration. « C'est grâce à toi qu'on tient ici. Je n'arrive même pas à imaginer comment tu as fait pour tout ça. » Kelly leva lentement la tête, ses yeux fatigués et légèrement vitreux. Il sourit faiblement, un sourire qui trahissait à la fois la fatigue extrême et une humilité presque gênée. « J'ai juste fait mon boulot, lieutenant. Je n'étais pas seul, mais je n'ai pas eu le choix. Quand les munitions sont parties, il n'y avait plus rien à faire. J'ai dû improviser, c'est tout. » Le lieutenant acquiesça lentement. Il savait que les actions de Kelly, son inventivité et sa capacité à s'adapter étaient la seule raison pour laquelle l'entrepôt n'avait pas été pris. En effet, l'ennemi ne s'était pas seulement heurté à un soldat déterminé, mais à un homme qui connaissait la guerre sous toutes ses formes. Les tactiques conventionnelles n'étaient pas suffisantes, et Kelly, toujours fidèle à son instinct de survie, avait utilisé ce qu'il avait sous la main. Les premiers rapports commencèrent à circuler parmi les officiers. Le bilan était lourd, mais le résultat était là. 40 soldats allemands avaient perdu la vie lors de l'attaque, et au moins 5 d'entre eux avaient été tués par les explosions des obus de mortier lancés par Kelly. Le reste était tombé sous les tirs de sa mitrailleuse, de son fusil et des autres armes improvisées. Un vrai carnage, mais une victoire décisive. Lorsque les renforts arrivèrent enfin et que la poussière commença à se dissiper, Kelly n'eut pas le temps de réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Ce qu'il avait accompli ne lui semblait pas exceptionnel, même si cela paraissait incroyable à ceux qui l'entouraient. Dans son esprit, il n'avait fait que ce que la guerre exigeait. Il avait survécu. Les officiers supérieurs commencèrent à arriver sur place. Le commandement de la 36e division d'infanterie se présenta rapidement, inspectant les dégâts, comptabilisant les pertes et évaluant la situation. À 10h30, un lieutenant-colonel s'approcha de Kelly. Ce dernier, les mains couvertes de sang, les vêtements déchirés, n'avait aucune envie d'être au centre de l'attention. Il attendait, indifférent, à tout ce qui se passait autour de lui. Mais le lieutenant-colonel se planta devant lui, regardant d'abord ses vêtements trempés de sueur et de poussière, puis ses yeux. « Kelly, je vous dois des excuses. Je ne savais pas que vous aviez cette capacité. Ce que vous avez fait ici, c'est au-delà de l'imaginable. Vous avez non seulement sauvé l'entrepôt, mais vous avez repoussé l'ennemi malgré tout. » Kelly haussait les épaules. « C'est ce que l'on fait quand il ne reste plus rien. Je n'avais plus d'option. » Le lieutenant-colonel inclina la tête en signe de respect. « Non, soldat, vous avez fait ce qu'aucun manuel militaire ne pourrait enseigner. C'est de l'instinct pur. Vous êtes l'un des nôtres. Vous avez agi comme un véritable héros. » Kelly n'eut même pas le temps de répondre. Les officiers se mirent à discuter, compilant des rapports, se préparant pour les prochaines étapes de la campagne.
Kelly se leva lentement, épuisé, mais une étrange satisfaction se fit sentir dans son esprit. Il avait accompli l'impossible, mais il savait qu'il ne pourrait jamais l'expliquer à ceux qui ne l'avaient pas vécu. Les jours qui suivirent dès la bataille furent remplis de rapports, de remerciements et de la reconnaissance officielle des actions de Kelly. Très rapidement, les officiers de la 36e division recommandèrent Kelly pour la plus haute distinction militaire, la médaille d'honneur. Ce fut un événement qui bouleversa la vie de cet homme de Pittsburgh, un homme qui avait vécu une existence loin des projecteurs et qui soudainement devenait une figure emblématique de la guerre. Les documents commencèrent à circuler dans les bureaux du commandement. Ils racontaient l'histoire de Kelly, de ses actions héroïques et de sa détermination à tenir un point stratégique contre un ennemi supérieur en nombre et mieux équipé. Le rapport sur ses exploits dans l'entrepôt d'Altavilla, sa capacité à improviser et son utilisation d'armes non conventionnelles comme des obus de mortier et un lance-roquettes devint légendaire. En février 1944, la médaille d'honneur lui fut décernée personnellement par le général Mark W. Clark en Italie au cours d'une cérémonie solennelle. À ce moment-là, Kelly ne chercha pas à se faire remarquer. Il accepta la médaille, salua son supérieur et se remit immédiatement au travail. Comme il l'avait toujours dit, il avait fait son devoir, comme tous les soldats, et les honneurs n'étaient pas ce qui comptait pour lui. Après sa remise de la médaille d'honneur, Kelly retourna à sa vie militaire avec un nouveau statut, celui de héros. Mais pour lui, ce titre était étrange, presque inconfortable. Tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait parce que c'était nécessaire, et non parce qu'il cherchait à être honoré. Les mois suivants furent marqués par la reconnaissance publique, mais Kelly préférait se concentrer sur son rôle en tant qu'instructeur, formant de jeunes soldats et leur apprenant non seulement à survivre, mais aussi à improviser dans des situations désespérées. Au cours de l'année 1944, Kelly fut affecté à Fort Benning, là où il avait fait ses premiers pas dans l'armée. Mais cette fois, il n'était pas l'élève. Il devenait instructeur. Il enseigna la précision du tir, l'utilisation des terrains et les tactiques de petites unités. Sa méthode d'enseignement était simple mais directe. Il ne se contentait pas d'apprendre la théorie, il enseignait à ses élèves à s'adapter, à penser en dehors des sentiers battus et à utiliser tout ce qui se trouvait à portée de main pour survivre et vaincre. Sa manière de transmettre son savoir était brute, mais efficace. Il n'y avait pas de place pour les règles immuables sur le champ de bataille. Ce qui comptait, c'était la capacité à s'adapter et à utiliser son environnement à son avantage. Bien que ses cours aient été un succès auprès de ses élèves, Kelly n'était pas à l'aise avec la célébrité qu'il avait acquise après sa médaille. Son esprit était resté dans les ruines d'Altavilla, dans l'entrepôt qu'il avait défendu contre une armée supérieure. En dépit des discours publics et des tournées à travers le pays, il se sentait toujours comme un simple soldat, un homme de la rue qui avait fait ce qu'il savait faire. Il n'aimait pas les projecteurs et préférait rester discret, loin des foules qui l'acclamaient comme un héros. Cependant, la guerre n'était pas encore finie. En 1944, après avoir enseigné un temps à Fort Benning, Kelly se retrouva de nouveau sur le terrain, cette fois dans l'invasion de la France du Sud connue sous le nom de l'opération Dragoon. L'armée américaine continuait sa marche vers le nord en direction de la France, tandis que les troupes allemandes tentaient de ralentir l'avance alliée. Kelly, bien que plus âgé, avec de nouvelles responsabilités et un titre prestigieux, n'avait rien perdu de sa fougue et de son esprit combatif. Mais à mesure que la guerre progressait, il ne pouvait s'empêcher de penser à ceux qui n'étaient pas revenus. Ses compagnons de la compagnie L, les soldats qui avaient combattu à ses côtés, étaient tombés un à un. Chaque nouveau combat, chaque nouvelle avancée, apportait son lot de pertes et de souvenirs douloureux. À la fin de la guerre, après la victoire alliée en Europe, Kelly retourna à Pittsburgh, où il retrouva une vie civile, mais cette dernière n'était jamais aussi simple que la guerre. Malgré la promesse de la médaille, malgré la reconnaissance de la nation, il n'arrivait pas à se débarrasser du poids des souvenirs. L'histoire de l'entrepôt d'Altavilla restait ancrée dans sa mémoire, tout comme les visages de ceux qui l'avaient perdu. Il utilisa ses avantages militaires pour entrer à l'université grâce à la loi G1, mais ses études ne durèrent pas longtemps. Bien qu'il fût un héros décoré, la routine de la vie universitaire ne correspondait pas à son caractère. Kelly passa les années suivantes à occuper divers emplois, cherchant une forme de normalité après les horreurs de la guerre. Marié, père de famille, il essaya de mener une vie tranquille, mais la guerre était toujours présente, dans ses rêves, dans ses pensées et dans ses conversations.
Il n'évoquait jamais son passé militaire, à part lorsqu'on lui demandait des détails sur ses actions lors de la bataille d'Altavilla. Mais même alors, il minimisait ses propres exploits, disant que tout ce qu'il avait fait, c'était simplement répondre à la nécessité. Il se contentait de dire « j'ai fait ce que j'avais à faire ». D'autres l'auraient fait aussi. Malgré ses réticences, la ville de Pittsburgh honora Kelly en septembre 1944 avec une parade en son honneur. L'accueil fut chaleureux et des dizaines de milliers de citoyens se sont alignés dans les rues pour saluer le héros. Kelly, assis dans une voiture décapotable, saluait la foule sans vraiment comprendre ce qui se passait. Il n'avait jamais cherché la reconnaissance. Il avait été un soldat, un fils de la rue, et il se contentait d'accomplir son devoir. Le maire de la ville lui remit la clé de la ville, et Kelly, bien que touché, resta silencieux. Il savait que la véritable reconnaissance venait des autres soldats qui avaient combattu à ses côtés, ceux qui étaient tombés et qui ne pouvaient non plus être salués. Après la guerre, la vie de Kelly suivit son cours. Il n'avait pas cherché à devenir une légende, et pourtant il le devint. Ses actions à Altavilla étaient entrées dans les annales de l'histoire militaire américaine, un exemple de courage et de résistance face à l'impossible. Mais pour Kelly, tout cela était secondaire. Il avait survécu et cela suffisait. Les honneurs, la reconnaissance, la médaille d'honneur, tout cela ne faisait que le rappeler à des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. La guerre était derrière lui, mais elle vivait toujours dans son esprit. Le 11 janvier 1985, à l'âge de 64 ans, Charles E. Kelly mourut à l'hôpital des anciens combattants de Pittsburgh des suites d'une insuffisance rénale et hépatique. Il avait mené une vie discrète après sa décharge de l'armée, loin des projecteurs. Ses funérailles furent marquées par une cérémonie militaire avec tous les honneurs dus à un héros de guerre. Sa médaille d'honneur fut exposée à côté de son cercueil et la citation qu'il avait reçue à Altavilla fut lue à haute voix lors de ses obsèques. La guerre avait pris fin pour lui, mais son héritage restait vivant, inscrit à jamais dans l'histoire des États-Unis. Le nom de Charles E. Kelly est inscrit dans les mémoires comme celui d'un homme qui, face à l'impossible, utilisa tout ce qu'il avait à sa disposition pour tenir, pour survivre et pour vaincre. Sa légende perdura, non pas à travers les médailles, mais à travers le témoignage de ses camarades, des survivants et des ennemis tombés sous son feu. Il restera à jamais l'exemple d'un homme qui n'a pas cherché la gloire, mais qui l'a trouvée malgré lui. Les années après la fin de la Seconde Guerre mondiale furent remplies de récits héroïques et de souvenirs de batailles qui avaient façonné le monde moderne. Mais malgré la multitude de récits de héros de guerre, celui de Charles E. Kelly restait exceptionnel, non pas parce qu'il avait gagné une médaille, mais en raison de sa capacité à transcender les attentes militaires et à se battre d'une manière qui allait au-delà de la formation conventionnelle. Les soldats qui avaient combattu à ses côtés à Altavilla n'étaient pas nombreux à être restés en vie. La guerre avait pris son tribut sur les hommes, et nombreux étaient ceux qui s'étaient retrouvés face à des épreuves qu'ils n'auraient jamais imaginées. Mais pour Kelly, tout cela n'avait pas d'importance à long terme. Il ne s'était jamais considéré comme un héros, même si les nombreux rapports et témoignages sur son héroïsme lors de la bataille le définissaient ainsi. Il se voyait avant tout comme un survivant. Les autres soldats de la compagnie L, qui avaient survécu, le voyaient différemment, bien sûr. Ils le considéraient comme un modèle, un homme qui avait su se sacrifier pour sauver son unité dans une situation désespérée. Ce qui rendait Kelly unique, c'était sa capacité à s'adapter. Là où d'autres soldats auraient peut-être cherché à se conformer au manuel militaire, Kelly faisait face aux situations avec une mentalité de rue, apprenant à utiliser tout ce qu'il avait sous la main pour repousser les attaques ennemies. Ses actions à l'entrepôt d'Altavilla, où il utilisa des obus de mortier comme des grenades et un bazooka comme s'il avait été un spécialiste, démontraient une ingéniosité rare sur le champ de bataille. Mais tout cela n'était pas seulement un exploit physique. C'était aussi une lutte psychologique. Kelly avait dû affronter sa propre peur, son doute et ses blessures à plusieurs reprises au cours de cette bataille. Le manque de ressources, l'épuisement et la solitude au sein d'un entrepôt dévasté créaient une pression inouïe. Pourtant, il ne fléchit jamais. Les soldats allemands qui avaient été pris au piège de ces tactiques imprévisibles ne comprenaient même pas comment un seul homme pouvait leur infliger autant de dégâts. En dehors de l'armée, la mémoire de Kelly se dissipait peu à peu. Après sa décharge en 1945, il choisit de retourner à une vie civile ordinaire à Pittsburgh. Là, parmi sa famille et ses amis, il tenta de reconstruire une existence loin de l'horreur du front.
Il se maria, eut des enfants, mais ne parla jamais vraiment de ses années de guerre. Le poids de son passé était trop lourd à porter, et les questions incessantes sur ses actions à Altavilla le mettaient mal à l'aise. Kelly préférait se concentrer sur l'avenir et sur les petits moments de la vie qu'il avait négligés pendant son service militaire. Cependant, malgré son désir de normalité, Kelly ne pouvait échapper à la reconnaissance qui l'accompagnait. En 1944, la ville de Pittsburgh organisa une parade en son honneur. Des milliers de personnes se rassemblèrent pour applaudir le héros local. La scène de Kelly saluant la foule, saluant un rôle qu'il n'avait jamais voulu jouer, marqua les esprits. Les citoyens de Pittsburgh, qui avaient connu la pauvreté, la lutte et parfois même la violence, voyaient en lui un symbole de persévérance. Mais Kelly, toujours le même homme humble, se contenta de saluer la foule sans vraiment comprendre pourquoi il devenait une figure légendaire. Il saluait parce qu'il ne savait pas quoi d'autre faire, parce qu'il avait toujours appris à obéir aux ordres, peu importe la situation. Dans les années suivantes, Kelly traversa des périodes de calme relatif. Les honneurs et les parades s'étaient estompés, mais sa médaille d'honneur reposait toujours dans un tiroir de son appartement. La guerre, elle, restait vivante dans ses souvenirs, dans ses pensées, dans chaque instant de silence où il se retrouvait seul avec lui-même. Il continuait de regarder le monde avec des yeux marqués par ce qu'il avait vu, par ce qu'il avait fait et par ce qu'il avait survécu. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, les États-Unis traversaient des périodes de turbulences sociales et politiques. La guerre du Vietnam, les protestations contre la guerre, les mouvements de droits civiques et les changements dans les mentalités marquaient un tournant dans l'histoire du pays. À ce moment-là, les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, comme Kelly, avaient souvent du mal à trouver leur place dans une société qui semblait se distancer de la guerre et des sacrifices passés. Leurs histoires, tout comme les siennes, étaient souvent reléguées au silence. La jeune génération se tournait vers l'avenir, vers la construction d'un monde différent. Mais Kelly et ses compagnons de guerre n'étaient jamais loin. À travers le pays, dans des petites réunions ou des retrouvailles informelles, les anciens combattants se retrouvaient et se rappelaient l'intensité des batailles, les sacrifices qu'ils avaient faits et les camarades qu'ils avaient perdus. Dans ces moments-là, Kelly était un témoin, un homme du passé qui portait le fardeau de la mémoire. Il était difficile pour les jeunes générations de comprendre ce qu'avaient vécu ces hommes. Ils se souvenaient des récits, mais ils n'étaient pas là pendant les batailles. Ils n'avaient pas vu les horreurs de la guerre de près. Kelly, avec sa médaille et ses honneurs, faisait partie d'un groupe qui peinait à se réadapter à une époque qui ne comprenait plus la réalité de la guerre. Kelly, toutefois, ne se laissa pas emporter par le sentiment d'isolement. Il savait qu'il avait fait ce qu'il fallait, qu'il avait survécu grâce à ses instincts, et que même si le monde avait changé autour de lui, son héritage restait dans les actions qu'il avait entreprises. Le souvenir de ses actes héroïques à Altavilla ne serait jamais effacé. Il vivrait à travers les vies de ceux qui avaient survécu à cette nuit d'enfer, à travers les récits de ceux qui l'avaient vu se battre pour sa vie et celle de ses camarades. Quand Charles Kelly mourut le 11 janvier 1985 à l'hôpital des anciens combattants de Pittsburgh, sa ville natale et son pays rendirent hommage à un homme qui, au fond de lui, ne s'était jamais vu comme un héros. Sa vie avait été marquée par la guerre, par la survie et par la lutte pour la justice. Mais au-delà des médailles et des honneurs, Kelly restait un homme simple, marqué par la guerre et la réalité de la vie. Les funérailles de Kelly furent un événement marquant. Il fut enterré avec les honneurs militaires, mais aucun monument n'a jamais été érigé pour commémorer l'entrepôt d'Altavilla ou la bataille qui s'y était déroulée. Il n'y eut pas de monument à son nom, seulement la mémoire des hommes qu'il avait vu défendre ce point stratégique et l'histoire de son courage brut et de son inventivité face à un ennemi qui semblait invincible. Les générations futures n'auraient peut-être pas l'occasion de comprendre pleinement ce qu'il avait accompli. Mais ceux qui avaient vécu cette époque se souviendraient toujours de l'homme qui, avec sa détermination et son instinct, avait repoussé une armée bien plus nombreuse que la sienne. Le véritable héritage de Charles Kelly réside dans ses actes courageux et dans la manière dont il a transformé des circonstances désastreuses en une victoire qui, malgré son caractère improvisé, a permis aux Alliés de garder une tête de pont en Italie.